Ask Me Anything signifie Ask Me Anything. Demandez-moi n'importe quoi. C'est un type de publication où vous pouvez poser à quelqu'un n'importe quelle question sur lui-même, son expérience ou un sujet qu'il maîtrise. Le concept a commencé sur Reddit et, au fil des années, de nombreuses personnalités notables y ont participé, notamment Barack Obama, Bill Gates, Neil deGrasse Tyson et Arnold Schwarzenegger. Mais aujourd'hui, nous allons aborder quelques-uns des amas les plus troublants, notamment celui d'une psychopathe qui est détective en homicide, d'une personne qui a été torturée et d'une autre qui a été faussement accusée d'un crime très grave. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire en cliquant sur « Merci » sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui envisagent de le faire. Cette vidéo abordera des sujets que certains pourraient trouver déclencheurs, notamment le trouble de la personnalité antisociale, la torture et les agressions sexuelles. Le silence des spectateurs est demandé. Vous pouvez devenir membre Ko-fi pour regarder une version non censurée et sans publicité de cette vidéo, qui comprend une session Ask Me Anything supplémentaire qui n'était pas adaptée à cette version. Un post récent sur le subreddit Ask Me Anything était intitulé « Je suis une psychopathe et une détective spécialisée dans les homicides, Ask Me Anything ». C'est une combinaison assez intéressante. Contrairement à une croyance assez répandue, la plupart des psychopathes ne sont pas des criminels, encore moins des meurtriers, mais les psychopathes sont plus susceptibles de commettre des crimes et on estime qu'environ 25% des détenus aux États-Unis remplissent les critères pour un tel diagnostic. Avec cela en tête, je me demande si être psychopathe ne ferait pas de vous un meilleur détective, puisque vous pourriez mieux comprendre l'esprit d'un criminel. Il est important de noter qu'on ne peut pas être officiellement diagnostiqué comme psychopathe. Le terme est souvent utilisé pour décrire une personne à qui l'on a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale ou trouble de la personnalité antisociale. La psychopathie figurait dans les 2 premières éditions du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, mais elle a été remplacée par le trouble de la personnalité antisociale dans la 3e édition. Les signes du trouble de la personnalité antisociale incluent un comportement exploiteur et manipulateur, un manque de remords et de regrets, une incapacité à assumer ses responsabilités et une incapacité à contrôler sa colère. Quoi qu'il en soit, auteur du post se décrit lui-même comme un psychopathe, donc pour simplifier, nous utiliserons ce terme pour le désigner. Son message disait, comme le titre l'indique, « Je suis un psychopathe diagnostiqué ». Techniquement, un trouble de la personnalité antisociale à haut fonctionnement, selon 3 psychiatres ou psychologues cliniciens différents. Voici quelques informations générales sur moi en prévision des questions qui me seront posées. Je suis détective à la brigade des homicides, titulaire d'un master en psychologie médico-légale. Je ne suis pas un tueur en série. Je suis mariée à un conseiller conjugal et j'ai une fille adulte issue d'une relation précédente. Beaucoup d'informations sur les psychopathes sont biaisées. Il est probable que vous ayez déjà rencontré un psychopathe dans votre entourage, votre groupe d'amis ou même dans votre vie intime. Cette dernière phrase est un peu inquiétante. J'ai déjà entendu dire que les psychopathes sont des experts pour se présenter comme le personnage qui maximisera leur capacité à manipuler et à obtenir ce qu'ils veulent de vous. Ils peuvent sembler totalement différents devant différentes personnes, adaptant leur personnalité pour correspondre au type de personne avec qui vous vous entendrez le mieux. Comme l'a dit l'auteur du post, vous ne sauriez probablement même pas si l'un de vos amis ou membres de votre famille était un psychopathe, car ils font très attention à ne jamais laisser tomber le masque. Il est intéressant de noter que l'épouse de l'auteur du post est conseillère conjugale. Je me demande si le fait qu'elle soit thérapeute lui permet d'avoir un haut niveau de compréhension et d'empathie envers lui. C'est difficile d'imaginer être marié à quelqu'un dont on sait qu'il ne ressent pas les mêmes émotions envers vous que d'autres le feraient ou que vous ressentez pour lui. Bien sûr, il pourrait et ferait probablement semblant d'éprouver ses sentiments, mais je ne sais pas si je pourrais me défaire de l'impression que ce n'est qu'une façade.
Une commentatrice a posé des questions sur le mariage et le travail de l'auteur, apportant un éclairage supplémentaire. Je suppose que ta femme est au courant. Comment cela affecte-t-il le mariage de Joël ? L'as-tu déjà trompé ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier ? Est-ce que tu prends du plaisir à attraper des tueurs ? As-tu déjà envisagé d'utiliser ton expérience à des fins néfastes, violentes ou autres ? As-tu déjà tué ou torturé des animaux ? Tu prends du plaisir à faire du mal aux gens, physiquement ou autrement ? Auteur du post a répondu « Oui, elle le fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. » Elle savait dans quoi elle s'engageait quand on s'est rencontrés pour la première fois et on a parlé de mes sentiments ou de leur absence, même avant notre premier rendez-vous. J'ai trompé quelques fois au début, je n'ai jamais été très douée en relation jusqu'à elle et je ne voyais rien de mal à ça. Elle m'a quitté quand elle l'a découvert avant de me donner une autre chance. Je ne l'ai plus fait depuis. Mon père était aussi un psychopathe et il y a beaucoup de policiers et d'autres psychopathes dans notre famille. Nous avons tous rejoint les Marines avant de devenir policiers dans le même service. C'est un héritage familial que j'apprécie perpétuer. Je ne peux pas dire que j'aime attraper des meurtriers, mais j'aime faire le travail d'enquête, assembler les pièces du puzzle et résoudre l'affaire. Les seules fois où j'ai été violente, c'était dans le cadre de mon travail et durant ma jeunesse, avant que mon père n'intervienne pour me donner un autre moyen d'exprimer mes tendances violentes. Quand j'étais jeune, j'ai été mordue par un serpent et je l'ai tué. Avant, les animaux ne m'intéressaient pas. Je pratique la boxe et le art martiaux mixte, j'adore ça. Quand auteur du post a été interrogé sur ce qui l'empêche de tromper maintenant, il a dit que lui et sa femme forment une bonne équipe et que ça la dévasterait. Un autre a souligné que cela montre son empathie malgré tout. Auteur du post a expliqué qu'on ne pourrait pas vraiment appeler ça de l'empathie, mais que ce serait une perturbation dans sa vie et qu'il l'aime bien et aime passer du temps avec elle. Cela ressemble à ce que d'autres psychopathes expliquent tant sur les raisons pour lesquelles ils ne commettent pas toujours de crimes ou ne nuisent pas ou n'en pas aux autres. Ils ne se sentent pas coupables lorsqu'ils font du mal aux autres. Ce n'est pas le fait de se sentir mal pour quelqu'un qui les empêche de leur faire du mal, mais ils comprennent que leurs actions ont des conséquences et souvent, ces conséquences font que l'action ne vaut pas la peine d'être tentée. Il existe aussi différents types d'empathie. Si vous n'êtes pas une psychopathe et que votre mère commence à pleurer devant vous, vous ressentez probablement une certaine réaction émotionnelle à cela, vous vous sentez triste et pourriez même commencer à pleurer vous-même. C'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Il existe aussi l'empathie cognitive qui fait référence à la compréhension du point de vue de quelqu'un d'autre et à la capacité de se mettre à sa place. La plupart des gens ressentent les deux types d'empathie et alors que les psychopathes manquent d'empathie émotionnelle, la plupart des recherches suggèrent qu'ils peuvent ressentir l'empathie cognitive. Donc, si vous êtes une psychopathe et que votre mère commence à pleurer à côté de vous, vous ne vous sentirez pas mal pour elle, ni triste vous-même, mais vous pourriez être capable de comprendre pourquoi elle est triste. Les psychopathes peuvent utiliser leur capacité à ressentir l'empathie cognitive pour manipuler les gens, mais cela peut aussi leur permettre de comprendre comment les autres réagiront à leurs actions et d'avoir une perception froide du bien et du mal. Donc, auteur du post a probablement un certain niveau d'empathie cognitive et si jamais il trompe à nouveau sa femme, il ne se sentira pas coupable ni mal pour elle, mais il comprendra que sa femme serait dévastée et que cela menacerait la relation entre eux, ce qui lui est bénéfique. Une autre personne a posé quelques questions supplémentaires sur les relations d'auteur du post. Penses-tu que le fait d'être psychopathe a eu un impact négatif sur tes relations avec tes proches ? Est-ce que tu t'assures auprès de ta femme que ses besoins émotionnels sont satisfaits ou est-ce qu'elle s'adapte simplement à toi ? Auteur du post a répondu « Ancienne relation, oui. On m'a toujours traité d'émotionnellement indisponible, si seulement il savait à quel point c'était vrai. Je ne voulais qu'une seule chose d'eux. S'ils m'intriguaient, je pouvais envisager d'avoir une vraie relation avec eux, mais je n'en avais aucune envie. J'avais une bonne relation avec mon père. On s'entendait bien. J'ai des amis et on s'entend bien. Je suis ouverte avec eux sur le fait d'être une psychopathe et ça ne leur pose aucun problème. Ils comprennent le sens. Je vérifie avec ma femme qui me connaît bien et me dit ce dont elle a besoin. Elle est très ouverte sur ses sentiments et pensées. Je fais tout mon possible pour l'aider.
Je suppose que les relations d'un psychopathe avec ses amis et sa famille sont similaires à ses relations amoureuses dans le sens où il ne ressent pas de lien émotionnel avec eux en tant que tels, mais les amitiés leur sont bénéfiques, donc ils ont une raison logique de les entretenir. Un psychopathe ne rendrait pas service à un ami parce qu'il tient émotionnellement à l'aider ou parce qu'il se sentirait mal de dire non, mais rendre service à un ami permet de maintenir l'amitié et augmente les chances que l'ami lui rende un service lorsqu'il en aura besoin à l'avenir. Je pense que, sous bien des aspects, avoir un psychopathe comme ami ne serait pas si différent d'avoir n'importe quel autre ami. Comme mentionné, ils excellent à dissimuler les signes de psychopathie, donc dans la plupart des cas, vous ne pourriez probablement pas percevoir la différence. Nous avons tous différents types d'amitié à différents niveaux. Vous avez vos meilleurs amis sur qui vous pouvez toujours compter. Vous pouvez tout leur confier et ils ne vous décevront jamais. Certains de vos amis peuvent être moins fiables. Les conversations profondes sont difficiles avec eux, mais leur compagnie reste agréable. Vous pouvez aller boire un verre avec eux, rigoler et bien vous amuser. Peut-être qu'un ami dont vous savez qu'il est un psychopathe serait simplement un autre type d'ami. Vous savez qu'il ne ressentirait pas d'empathie émotionnelle envers vous, donc vous ne pourriez pas vous attendre à recevoir une véritable sympathie de leur part, mais cela ne veut pas forcément dire que vous ne pourriez pas du tout compter sur eux ou apprécier leur compagnie. Une autre question à laquelle Opie a répondu était ce qu'il fait pour s'amuser pendant son temps libre et s'il pense que le fait de s'amuser est différent pour lui, je cite « Je passe surtout du temps avec ma femme, je vais au stand de tir ou à ma cabane, je fais beaucoup de sport. Je ne ressens pas vraiment cela comme quelque chose d'amusant. Tout ce que je fais a surtout un but comme faire du sport pour rester en bonne forme physique. Le stand de tir m'aide à rester une bonne tireuse. Je n'agis que lorsque j'ai une raison précise de le faire. » Il est assez difficile d'imaginer ne pas ressentir de plaisir alors que la plupart des activités récréatives des gens sont faites dans le but de s'amuser. Ce serait étrange de ne pas ressentir de plaisir ou de divertissement en regardant un film ou en pratiquant des loisirs, et de ne pas voir l'intérêt de faire quelque chose s'il n'y a pas d'utilité. Je suppose qu'à cause de cela, tu pourrais potentiellement être une personne beaucoup plus productive que la plupart des gens, mais cela semble un peu vide de ne pas pouvoir s'amuser. Je doute qu'un psychopathe le voit ainsi si c'est la seule façon qu'il ait toujours connue. En ce qui concerne le travail d'Opie, il y avait quelques questions sur la façon dont sa psychopathie l'affecte. Il est devenu détective en homicide pour le défi et l'énigme de résoudre une affaire. Il considère comme un avantage de ne pas être affecté par les émotions, car elles ne troublent pas son jugement, et il peut analyser une scène de crime sans que cela ne le rende mal à l'aise. De plus, j'imagine que l'absence d'émotions signifie qu'il est moins susceptible de s'épuiser. Comme il l'a dit, il considère les affaires comme un puzzle à résoudre. On dirait que c'est un jeu pour lui parce qu'il ne s'implique pas émotionnellement. Il est aussi particulièrement doué pour interroger les suspects parce qu'il peut se transformer en n'importe qui pour obtenir des aveux. Il est parfois capable de reconnaître des signes de psychopathie chez les autres, mais la plupart des suspects auxquels il a eu affaire n'étaient pas vraiment des psychopathes. C'étaient des gens ordinaires qui ont pris une mauvaise décision, souvent à cause de leurs émotions. Il y avait quelques personnes qui n'étaient pas convaincues lorsque Auteur du Poste a fait remarquer que les « Ask Me Anything » de psychopathes étaient devenus assez courants et que Auteur du Poste aurait très bien pu simplement copier les autres. Certaines personnes ne croyaient pas qu'Auteur du Poste aurait pu devenir détective s'il était un psychopathe. Je ne suis pas vraiment sûre de ça, surtout parce que je ne sais même pas où vit Auteur du Poste, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Il aurait passé des évaluations psychologiques, mais s'il a un trouble de la personnalité antisociale à haut niveau de fonctionnement, comme il le dit, je ne suis pas sûre qu'il y aurait quelque chose qui le ferait échouer. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'empathie ou d'autres émotions pour être détective, tu dois juste être compétente dans ton travail et ne pas agir de façon dangereuse. Tant que tu peux contrôler ton comportement, je ne vois pas vraiment pourquoi ce qui se passe dans ta tête aurait de l'importance. L'auteur a mentionné que l'évaluation psychologique ne ciblait pas le trouble de la personnalité antisociale, donc ce n'était pas problématique. De toute façon, je trouve l'auteur du poste assez convaincant, et même si je ne sais pas avec certitude s'il dit la vérité, ses réponses sont plutôt cohérentes avec ce que mes recherches m'ont appris sur les psychopathes. Le prochain post que nous allons aborder s'intitulait simplement «
J'ai été torturée. Demandez-moi ce que vous voulez. Il disait, c'est un peu étrange, je sais, mais c'était il y a longtemps. Et je suis prête à partager ce que la plupart des gens dans la vraie vie n'oseraient pas me demander en face. À l'âge de 12 ans, j'ai été invitée chez une amie et j'ai subi un calvaire aux mains de 3 garçons plus âgés qui a duré presque 13 heures. J'ai passé 25 jours à l'hôpital et j'ai dû subir 3 interventions chirurgicales au cours des 2 années suivantes pour réparer les dégâts causés. Bien sûr, la première question que la plupart des gens se posaient était « Que s'est-il passé ?» Opié a dit qu'il avait une dispute persistante avec un garçon de l'école qui était le frère cadet de l'un des auteurs. Une histoire d'insultes et de bousculades, mais il ne pensait pas que c'était si grave avant l'incident. Je vais rester assez vague sur les détails de l'attaque, mais il a été frappé avec différents objets, agressé sexuellement, étranglé, brûlé, et les auteurs ont essayé de le pendre, mais la corde a cédé. Il se souvient bien de la première heure environ, puis sa mémoire est devenue floue après cela. Certaines parties sont très claires, et d'autres, il ne s'en souvient que grâce au procès. Étonnamment, auteur du post n'a pas ressenti beaucoup de douleur pendant la majeure partie de l'événement. Il croit que l'adrénaline a pris le dessus et qu'à la vue du sang, il est passé en pilote automatique. Il a dit que la récupération était très douloureuse. Le lendemain matin, il s'est échappé par la fenêtre de la salle de bain et a été retrouvé par le facteur. Il ne se souvient pas du tout d'avoir été emmené à l'hôpital. Les auteurs ont été accusés de séquestration et de coups et blessures graves avec intention. L'un a été condamné à 8 ans de prison, un autre à 6 ans et le troisième a reçu une peine avec sursis, mais il a fini par agresser quelqu'un d'autre l'année suivante et a passé 3 ans en prison après cela. Ce qui est arrivé à auteur du post est absolument écœurant, et apprendre que l'un de ses agresseurs n'a reçu qu'une peine avec sursis est choquant. Celui qui a écopé de 6 ans est retourné en prison pour autre chose à peine 1 ou 2 mois après sa libération, donc on peut dire sans risque qu'il n'a pas été réformé. Les accusations d'agression sexuelle ont été abandonnées car il a été déterminé qu'il ne l'avait pas prémédité, s'en sortant ainsi pratiquement pour cette partie. Je ne comprends pas pourquoi il serait important de savoir s'ils avaient prémédité ou non l'agression sexuelle. Ils l'ont fait malgré tout, avec une attaque clairement préméditée. Ils ont pris pour cible auteur du post parce qu'il avait eu un désaccord avec l'un de leurs frères, ce qui est de toute façon une raison ridicule, parce que comme auteur du post l'a dit, ce n'était pas si grave et ils en avaient déjà parlé par message avant que ça n'arrive, en parlant de lui couper quelque chose. Apparemment, le juge a été assez indulgent avec les 2 principaux instigateurs parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Je ne comprends pas vraiment cela. Bien sûr, une enfance compliquée peut influencer le comportement, mais ça ne te rend pas moins coupable d'un crime. On peut peut-être comprendre pourquoi une personne serait plus susceptible d'agir d'une certaine manière, mais pourquoi cela devrait-il signifier qu'elle reçoive une peine plus légère ? L'effet sur la victime reste le même, cela ne change rien à la souffrance qui lui a été infligée. Longtemps après l'incident, Opi est resté traumatisé, ce qui est compréhensible. Il ne pouvait même pas prendre de douche sans porter un short de bain pendant 4 ans et lorsque le premier agresseur a été libéré de prison, il n'a pas pu sortir de chez lui pendant des semaines à cause de la peur. Pendant des années, il avait trop peur pour rester seul et il mouillait presque chaque nuit son lit. Il a maintenant 30 ans et heureusement, il va beaucoup mieux. Il a suivi une thérapie et même s'il lui arrive d'avoir des flashbacks et des cauchemars, il ne pense pas souvent à l'incident et quand cela arrive, il ne ressent plus la même colère qu'il avait il y a des années. Il a dit que sa famille l'a beaucoup soutenu et que les gens de sa communauté ont fait tout leur possible pour être particulièrement gentils avec lui par la suite. Interrogé sur une potentielle revanche, Opi a répondu qu'il l'aurait fait il y a 10 ans. J'ai été très en colère pendant longtemps et j'ai passé des années à imaginer ce que je leur ferais si j'en avais l'occasion. Ces pensées étaient troublantes, mais ma thérapeute de l'époque a bien résumé la situation. Il m'a dit que tant que je concentrais mon énergie sur eux, ils continuaient à me torturer et il avait raison. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai lentement décidé qu'ils avaient déjà assez pris de moi et que je ne leur consacrerais plus une seule seconde de mon temps. Quelques années plus tard, je pense rarement à eux et quand ça m'arrive, je ne brûle plus de rage.
Il est impossible pour beaucoup d'entre nous d'imaginer le traumatisme qu'a vécu l'auteur du post, mais le fait qu'il ait réussi à aller de l'avant est incroyablement inspirant. J'espère vraiment qu'il continuera à mener une vie épanouissante. Maintenant qu'il a laissé le passé derrière lui, il le mérite vraiment. Il y a 14 ans, un post a été publié sur le subreddit I Am As intitulé « J'ai été condamné à tort pour agression sexuelle sur mineur, j'ai passé 3 ans en prison et j'ai été inscrit au registre des délinquants sexuels. Je viens tout juste d'être innocenté. Posez-moi toutes vos questions. » Le message disait « J'ai 32 ans. À 25 ans, j'ai été accusé d'agression sexuelle par la fille de 14 ans d'un ami de la famille. » Profondément perturbée et internée à plusieurs reprises dans des établissements de santé mentale, elle a inventé une histoire selon laquelle je l'aurais fait boire et consommer de la drogue chez elle en l'absence de ses parents, puis l'aurais agressée sexuellement à plusieurs reprises. Elle a raconté cette histoire à ses parents et sa mère l'a crue. Son père avait des doutes. J'ai été arrêtée et le procès s'est résumé à sa parole contre la mienne. Mon alibi a été jugé suspect car j'étais seule chez moi à ce moment-là. Le procureur se présentait à la mairie à l'époque et voulait paraître ferme contre la criminalité. On m'a proposé un accord où je ne ferais pas de prison, mais j'ai refusé. Alors, ils ont demandé une peine de prison. J'ai purgé 3 ans en détention protégée. J'ai été inscrite au registre des délinquants sexuels pendant 2 ans. L'année dernière, la femme d'une vingtaine d'années a avoué avoir tout inventé. J'ai poursuivi elle et sa famille en justice et ai obtenu un règlement à 6 chiffres. Je ne peux poursuivre la police ou le procureur selon la loi de l'État que si je prouve une collusion. Ma vie a été détruite. J'ai perdu mon travail, ma carrière, je suis enseignante, mon fiancé, ma famille m'a abandonnée. J'ai vécu dans un autre état, j'ai changé de nom et je ne parle littéralement à personne que j'ai connu pendant les 30 premières années de ma vie. Demandez-moi n'importe quoi, quelques remarques. J'ai poursuivi en justice la famille de l'accusateur. Je n'ai aucun intérêt à poursuivre qui que ce soit d'autre en justice. C'est un processus horrible et je préférerais ne plus jamais voir une salle d'audience de toute ma vie. S'il vous plaît, ne l'insultez pas. Je n'ai pas de haine dans mon cœur. Merci encore. Avant d'entrer davantage dans l'histoire de l'auteur du post, je dois préciser que les fausses accusations de ce genre sont rares et que vous soyez un homme ou une femme, vous avez beaucoup plus de chances d'être agressé vous-même que d'être faussement accusé. Les fausses accusations peuvent pourtant ruiner la vie d'une personne et elles rendent plus difficile pour les véritables victimes de se manifester car elles risquent d'être accusées de mentir. Quoi qu'il en soit, Ophi donne plus de détails dans les commentaires du post, donc voici quelques informations supplémentaires. Il a grandi avec le père de la fille, étant proche de lui et comme un grand frère pour elle. L'accord qu'on lui a proposé était qu'il plaide coupable, fasse une confession complète, paie une énorme amende, effectue environ 1000 heures de travaux d'intérêt général, vive dans un centre de réinsertion pour délinquants sexuels pendant 6 mois et soit inscrit à vie sur le registre. Il ne voulait pas avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait et il savait que s'il écrivait une confession, il ne pourrait jamais prouver son innocence. La jeune fille a avoué son mensonge à sa thérapeute pendant le procès, mais la thérapeute n'est pas venue témoigner. Ses parents étaient également au courant de sa confession et n'ont rien dit. Après son acquittement, elle a essayé de le contacter plusieurs fois et a laissé des messages vocaux décousus, s'excusant et le suppliant de lui pardonner. Il a obtenu une injonction contre elle suite à cet incident. Il n'a pas pu engager un bon avocat parce qu'il n'avait pas beaucoup d'économies et qu'il n'avait aucun soutien de sa famille ou de ses amis. Son seul antécédent judiciaire était un vol à l'étalage de soda au 7-Eleven à l'âge de 19 ans. Une chose qui m'étonne chez l'auteur du post, c'est son niveau de compréhension et même d'empathie envers la fille. Un commentateur l'a traité d'un nom péjoratif et il a répondu « S'il te plaît, ne l'appelle pas comme ça, ça en prend ». Malgré ma colère, elle restait une enfant malade. Les adultes autour d'elle sont les vrais coupables. Le procureur qui a utilisé mon affaire comme exemple pour montrer à quel point il était doué pour arrêter les voleurs de sacs, le district scolaire qui m'a viré sur le champ, mon syndicat qui ne m'a absolument pas soutenu là-dessus. Ma famille et mes amis, l'avocat commis d'office inutile que j'ai eu, qui aurait aussi bien pu dormir pendant le procès. La fille a fait des allers-retours à l'hôpital pendant des années.
Elle prend une pharmacie entière de médicaments et ce sera pour toute sa vie. Lorsque ses parents ne pourront plus s'occuper d'elle, elle risque de se faire du mal, ayant déjà fait plusieurs tentatives par le passé. Je ne pourrais pas vraiment en vouloir à Auteur du Post s'il ne ressentait que de la haine envers quelqu'un qui a littéralement ruiné sa vie, mais il arrive quand même à voir au-delà de la colère et, dans une certaine mesure, à comprendre ce qui l'a poussé à agir ainsi. Bien sûr, ça ne rend pas les choses meilleures, mais je pense que ça l'a probablement aidé à aller de l'avant. J'apprécie aussi vraiment que Auteur du Post ait rejeté quelques commentaires misogynes sur les femmes en général, venant de personnes qui s'attendaient probablement à ce qu'il soit d'accord et qu'il les rejoigne. Il pourrait être en colère contre le monde entier, mais il semble vraiment qu'il a géré sa colère de manière saine. Comme l'a compris l'auteur du post du dernier post, concentrer son énergie sur les personnes qui vous ont fait du tort ne fera que vous faire perdre encore plus de temps dans votre vie. Aussi difficile que cela puisse être de laisser aller la rancœur, c'est nécessaire pour avancer. Je ne pense pas que l'auteur du post aurait pu mieux faire pour aller de l'avant qu'il ne l'a déjà fait. Au moment de la publication, il était avec sa petite amie actuelle depuis 1 an et elle comprenait rarement la situation. Il s'est fait de nouveaux amis et il a pu reprendre l'enseignement même s'il a décidé d'enseigner aux adultes plutôt qu'aux enfants après ce qui s'est passé. Il semble être quelqu'un de bien et j'espère qu'il a continué à progresser dans la vie depuis cette publication il y a 14 ans. J'aimerais connaître vos avis dans les commentaires et vos suggestions pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un grand merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Merci.